Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour ces 2 heures avec vous, 2 heures d'infos, 2 heures de débat. Gilles Gansman, bonjour. Et Mireille Dumas, bonjour. On est ravis de vous recevoir ce matin. On est toujours contente de vous recevoir, mais vous venez nous parler d'un documentaire des ordures et des hommes qui sera diffusé sur LCP le 15 mars, c'est ça hein? Non, le 12 mars, donc c'est demain à 20h30 dans la case Débat Doc. Ce sera suivi d'un débat et vous publiez également un livre sur le sujet des ordures et des hommes, coécrit avec Denis de Montpion. Ça paraît chez Buchet-Chastel. Le bandeau dit « Pour eux, nous sommes anonymes, pour nous, ils sont invisibles ». Et c'est vrai que le documentaire, je le recommande vraiment parce qu'il nous fait prendre conscience de ces hommes qu'on ne voit pas, qu'on côtoie, qu'on a pris l'habitude de voir, et ce sont des êtres humains. Et c'est vrai que éboueur, ça renvoie à beaucoup de choses. C'est un métier, certainement un des métiers les plus méprisés. Oui, mais les plus essentiels de la société. Sans eux, les villes seraient de véritables tas d'immondices. Qui sont déjà, c'est ce qu'on voit, on va en reparler dans un instant, mais c'est vrai que c'est ce qu'on découvre. Moi, ça m'a scandalisé de voir le comportement des Français, l'incivilité, les détritus, oui, c'est surtout ça, et ce que l'on consomme. Et le gaspillage. Incroyable. La surconsommation. Il y a des témoignages incroyables, comme Aïcha, une des rares femmes à travailler comme éboueur. Et moi aussi, je ne savais pas qu'il y avait des femmes, et elle est très émouvante. Elle dit qu'elle était gilet jaune la journée, gilet jaune le soir. Elles sont 6%, 5 à 6%. On va en reparler tout à l'heure. Vous la regardez, la télé, vous, Mireille Dumas? Ah oui, de temps en temps, bien sûr. Hier soir, vous l'avez regardée? Hier soir, est-ce que j'ai regardé la télévision? Non. Pourquoi? Non, j'ai raté quelque chose. Non, je pose toujours cette question à mes invités parce que je donne les audiences. Donc, si jamais vous aviez regardé Capitaine Marlowe ou je ne sais pas, La Terre vue de l'espace, vous nous auriez dit que vous n'avez pas regardé. Non. On a Dalila en ligne avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous avez regardé, Dalila, vous, hier? Alors, sur France 3, Capitaine Marlowe. D'accord. Une série policière. Mais c'était une rediffusion, vous ne l'aviez pas vue? Oui, je l'avais déjà vue. Oui, c'était une rediffusion. Mais vous faites partie des fans, c'est ça? J'aime bien, ça me détend. J'aime bien le Capitaine Marlowe. Mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est des rediffusions, donc... Mais voilà, c'est une série que j'aime bien. Ah bon, écoutez, très bien. Et vous aimez beaucoup Corinne Maziero, c'est ça aussi? Oui. Personnage atypique. Très, très, très atypique. Voilà, ça change un peu des séries policières classiques que l'on voit là. Et c'est toujours un carton d'ailleurs. Deuxième position hier, France 3 avec 4 millions de téléspectateurs, 17,8% de part d'audience. C'est incroyable ces scores. Rediffusion donc d'un épisode de la série 1, de la saison 1, pardon. Et puis il y avait un décrochage régional sur France 3 Île-de-France pour le débat des municipales. Donc c'est vrai que ceux qui habitaient Paris n'ont pas pu voir. Vous aimez Capitaine Marlowe? Je comprends le succès, puisque je pense que ça renvoie au public aussi une image de vraies personnes, j'ai envie de dire. Voilà, qui ressemblent bien sûr, à des gens comme qu'on on connaît. Parlait tout à l'heure justement des éboueurs. Ce sont les gens aussi qui font partie justement de la société, du quotidien. Alors, on a également Gabriel. Qu'avez-vous regardé, Gabriel? Bonjour, vous nous appelez de Haute-Garonne. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Écoutez, moi j'ai vu la Terre vue du ciel. Vue de l'espace. La Terre vue de l'espace. Absolument formidable. Dimension. Oui. C'est arrivé en 3e position. France 2, plutôt un bon score pour un documentaire à 21h. 2 542 000 téléspectateurs, 11,4% de part de marché. Qu'est-ce qui vous a plu? Alors moi j'ai adoré parce que c'est vrai qu'on est en vie dans un monde qui nous accable d'images affreuses, de nouvelles pas toujours réjouissantes. Ouais. Et là c'était très agréable, vous voyez. Alors je devrais pas le dire parce que c'est pas forcément bien pour les personnes qui l'ont fait, mais ça part d'un compliment. Je me suis endormie à la fin parce que j'étais tellement bien. Non, j'étais bien. Vous étiez bien. C'était apaisé. Vous aviez des images reposantes, de beaux paysages. Des beaux paysages, des animaux magnifiques. Et voilà, j'ai essayé de me mettre des œillères, faire l'autruche et m'imaginer qu'on était dans un monde idéal. Et ça fait du bien de temps en temps, parce que sinon on ne tiendrait pas le coup. Donc c'était super. Gabriel, il faut vous en faire votre fond d'écran.
Vous faites des captures du doc? Ah non, mais je suis à fond. Je suis à fond. Vous êtes à fond. J'en ai partout. Ah ben on est obligé, on a besoin de tout ça. Pour se reposer, s'aérer la tête. Ah ben oui, on est bien d'accord. Voilà, merci beaucoup, merci à vous. Merci de nous avoir appelé à signaler hier que TF1 est arrivé en tête des audiences avec le premier épisode d'une nouvelle série, Prodigal Son. 4 255 000 téléspectateurs, c'est plutôt un bon démarrage. Et puis, c'est l'histoire d'un serial killer en prison dont le fils est profiler. Encore, et oui, encore. Toujours, c'est encore. Encore, et puis... Ils se sont enfin sauvés de Magnum, ils ont enfin trouvé quelque chose qui cartonne. Pékin Express qui fonctionne plutôt pas mal, 2 298 000 téléspectateurs, 100 000 de plus que la semaine dernière, puis a signalé un énorme gadin pour TMC, Martin Veil chez les Trumpistes, 200 000 de moins que le précédent documentaire de Martin Veil. Il n'y a aucun documentaire de Martin Veil qui marche en prime, mais non. Ça fait partie des accords, ce qu'on appelle des accords. Lorsqu'on signe avec une société, on signe des primes, donc il livre les primes. Visiblement, ça n'a pas fonctionné. Il faut signaler que Quotidien, juste avant... C'est produit par Quotidien et Bangoumi, et juste avant, a été venu faire parler de son documentaire et a battu un record, 2 25 000 téléspectateurs. Le flop de l'émission d'après est encore plus frappant. Parce que voilà, bon, il y avait en même temps Michel Simès et Hervé Temim, qui est l'avocate Roman Polanski, qui était dans l'émission. Donc voilà. Qu'est-ce que vous regardez à la télé alors, Mireille Dumas ? Je regarde les infos, bien sûr, et puis des Quand films. Vous dites les infos, c'est quoi? Les chaînes d'infos ou le journal, le 20h? Oui, enfin, le 20h. Oui, bien sûr, ou les chaînes infos, ça dépend, tout dépend l'heure à laquelle je rentre chez moi. Et je ne regarde pas sur tablette. Sur écran télé, non. Et les séries Netflix et autres, un petit peu, alors j'évite, parce que effectivement, ça devient très, très addict, et puis c'est fait. Et en général, quand même, c'est à un certain moment, on en a un petit peu assez. Ça tire un petit peu en longueur. Mais c'est vrai que certaines séries sont formidablement faites, donc on se laisse aller à regarder. Et vous regardez Olivier Delacroix qui vous a piqué votre job? Il ne m'a rien piqué, Olivier. Non, d'ailleurs, Olivier souvent m'appelle. Enfin, de temps en temps, il m'appelle puisqu'il me dit qu'on lui dit qu'il est moi en pantalon, mais je porte aussi. Vous portez aussi des pantalons. Il fait du Mireille Dumas, non? Oh non, je crois qu'il fait ce qu'il est. Oui, il fait ce qu'il est. Et je pense que c'est quand on fait d'ailleurs ce que l'on est que ça fonctionne. Oui, Ballet Masque a été une émission qui a marqué le paysage audiovisuel. Mais vous avez fait beaucoup de documentaires. On a un auditeur qui est pas très sympa qui dit oui, les bobos descendent chez les éboueurs. C'est pas du tout ça. Et je pense que Mireille Dumas, au contraire, on peut pas vous reprocher. On peut pas vous reprocher d'être bobo. Et au contraire, vous avez un éventail c'est ce qui est assez frappant dans votre carrière, de documentaires avec des sujets extrêmement variés. Oui. Et vous êtes intéressé depuis très longtemps aux sans-grades, aux méprisés, aux gens, le handicap, la prostitution. Bien sûr, je suis allée dans les prisons aussi. J'ai mes premiers documentaires. Moi, j'ai commencé par faire du documentaire. Je suis une journaliste de terrain. Et je suis devenue réalisatrice parce que j'aime vraiment filmer et faire du montage. Mais je me suis toujours intéressée d'abord justement aux anonymes et à ceux qui étaient dans la difficulté. Et ceux qui étaient souvent d'ailleurs en bas de l'échelle sociale ou qui étaient marginalisés. Alors pour Valérie, moi j'ai travaillé 1 an et demi chez Mireille Dumas et je peux vous dire qu'à 17h... Non, pas du tout. Je peux vous dire, non, mais je vais raconter la vérité. Je suis plus salarié depuis très longtemps d'MD Prod. Ah oui, j'en témoigne. En tout cas, à 17h et 18h, il se passait des choses assez incroyables dans cette société où les témoins pouvaient venir. C'est-à-dire les témoins de Ballet Masque revenaient. Moi, je me souviens de Simone que vous aviez faite. Mais les gens revenaient voir parce qu'ils avaient été vraiment couconnés. On travaillait 1 mois sur les émissions pour avoir les témoins. Et les témoins, la porte était ouverte à MD. Ils revenaient, ils parlaient. Et quand ça allait pas, ils passaient. Et vous vous intéressiez vraiment. Et il y a des gens que vous avez, nous on se connaît aussi depuis longtemps. Et je connais beaucoup de gens qui ont travaillé avec vous. Et vous avez aidé des gens que vous avez suivi. Oui, ça, je n'en parle pas. Non, mais c'est pour expliquer que c'est pas cynique, que vous n'êtes pas là pour... Oui, ça m'a valu d'ailleurs quelques ennuis de suivre des gens, mais je pense que on doit le faire. Ça s'appelle, c'est presque le devoir de suite. Votre première télé, c'était quand? Quand est-ce qu'on vous a vu, vous, à la télé, Mireille Dumas? Alors, la première télévision, je crois que c'était
c'était dans Sexy Folie ou Super Sexy, les émissions de Pascal Brognaud, où je faisais des petits entretiens comme ça sur l'intime et avec des personnalités, parce qu'à l'époque, je dis bien à l'époque, dans les années 80, ce qui est incroyable, c'est qu'on parlait très facilement d'intimité. Et vous aviez quand même tous les artistes qui venaient sans problème. C'est une chose qui ne se ferait plus, aujourd'hui. C'était l'avant-sida. Absolument. Ça a changé beaucoup de choses dans l'approche de la sexualité. Beaucoup. Oui. Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Alors Valérie, on en a parlé hier avec Louis Laforge. France 3 et France TV Info organisaient un débat avec les candidats parisiens. Quand Rachida Dati a appris que ça complotait dans son dos, Valérie, elle a réagi hier. Quel mépris pour ceux pour lesquels on porte leur espoir, on porte leur espérance. Moi, je vais vous dire, on n'est pas à Koh-Lanta, là. C'est pas des alliances entre vous et à qui vous donnez le collier d'immunité. D'autant que vous êtes tous bleus ce soir. Moi, je signale pour la couleur. Je vais vous dire, c'est un déni de démocratie, c'est un mépris des Parisiens. Ce qu'ils sont en train de faire, et vous allez jouer l'élection dans leur dos, je ne suis pas d'accord. Rendez-vous dimanche pour l'épreuve des poteaux, Valérie. Oui. L'autre info d'hier, ce sont les réquisitions du procureur dans le procès Fillon. Et c'est à vous à recueillir l'impression d'un spectateur du procès. Il avait l'air satisfait. Les Balkany, c'était des petits rigolos à côté. C'était des gens du cirque. Alors que ceux-là, c'est des tristes cires. J'ai envie de dire, c'est des minables de haut vol. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est les minables de haut vol. On devrait leur faire les condamner à des peines d'intérêt général. Ce serait le plus utile. Avec le coronavirus, les bourses s'effondrent et l'économie mondiale vacille. Alors du coup, quotidien, et ça c'est très drôle, hier soir s'est mis à écouter BFM Business, mais c'est tellement technique qu'ils n'ont rien compris. La tech n'est pas épargnée, je vois qu'elle entre aussi elle-même en bear market, donc elle a perdu plus de 20% par rapport à ses plus hauts. Le VIX a pris 50% pratiquement. Oh là là, même si on comprend, mais rien, on comprend que c'est la panique. Il y a un CAC 40 qui est donc désormais en configuration de bear market. Je vais vous dire, j'ai vu le rendement du 10 ans américain bouger comme le cours d'une biotech qui est en cours d'homologation en phase 3 d'une molécule. Enfin, c'est absolument incroyable. Et puis, si on parlait à comprendre. Peut-être un personnage que vous auriez aimé rencontrer, si on parlait des petites occupations de Michel Fourniret dans sa cellule de prison. Hier, Stéphane Bourgoin, le journaliste spécialiste des serial killers, a révélé que Michel Fourniret réécrivait tous les classiques français dans sa cellule. Manipulateur et un égocentriste à la puissance 1000. Il passe son temps dans sa cellule à emprunter tous les classiques de la littérature française pour en corriger les fautes de style et les fautes d'orthographe de son écriture patte de mouche. Ensuite, il accroche ses feuilles manuscrites sur 7 cordes à linge qui traversent sa cellule. Et puis alors écoutez ce sujet incroyable à la télévision québécoise à Montréal qui dénonce en fait un règlement européen qui oblige les avions, y compris les avions américains et canadiens donc, à honorer 80% des vols. Ça veut dire qu'ils sont obligés de voler et actuellement la plupart des avions volent à vide parce qu'il y a cette loi. Non. C'est ubuesque. Ouais. Un vol entre Dublin et Londres la semaine dernière, une dizaine de passagers seulement étaient à bord. Certains avions sillonnent le ciel complètement vide et ce n'est pas une légende. Il y a plusieurs sociétés aériennes qui sont forcées, à cause de directives qui ont été prises dans le passé, de faire voler leurs avions. C'est une réglementation européenne qui exige que les compagnies fassent atterrir au moins 80% des avions prévus dans les aéroports, sous peine de se voir retirer ces créneaux payés parfois plusieurs dizaines de millions de dollars. Alors, et on parle de l'empreinte carbone. Absolument. Mais le président de la République s'est exprimé hier, j'ai entendu, il a demandé à ce que l'Europe réagisse et garantisse ce qu'on appelle les slots, c'est-à-dire ces créneaux horaires. Ces créneaux qui ont déjà été réservés pour ne pas qu'ils les perdent, parce que c'est une aberration écologique. C'est complètement dément. Quoi. Et alors, j'ai pas mis tout le sujet parce que c'est un zapping, mais le Paris-Montréal qui a atterri l'après-midi, enfin, il y a 2 après-midi, il n'y avait que 22 personnes dedans. Oui, donc il y a des avions, mais bon, il y a beaucoup de compagnies qui ont décidé effectivement on est dans des paradoxes terribles. Complètement. Fournirait, vous auriez... Écoutez, quand j'entends cela, c'est... Bon, il est glaçant, c'est glaçant. Oui, il est obsessionnel, fétichiste, malade, quoi. Donc, c'est vraiment de la
c'est glaçant oui, ce et puis vous savez, toutes les fictions finalement racontent, c'est ça, les serial killers. Absolument. Donc Mireille Dumas, votre documentaire des ordures et des hommes sera diffusé demain sur LCP, donc c'est accessible à tout le monde. Et puis c'est toujours en replay pour C'est France toujours 2 en aussi. replay sur France 2 parce que c'est passé dans la case infrarouge. Vous vous êtes intéressé donc aux éboueurs. Comment est-ce que vous avez eu l'idée? Comment est-ce que vous choisissez vos sujets? Là, c'est presque un sujet qui s'imposait, parce que, je le disais tout à l'heure, métier indispensable, un métier aussi avec et c'est ce qui était intéressant, c'est de faire découvrir finalement au public et aux usagers que nous sommes, ce qu'est le métier d'éboueur, c'est-à-dire que ce sont des tâches dont on n'imagine absolument pas la multiplicité, puisque ce sont eux, outre la collecte des encombrants et des déchets, évidemment, des poubelles au quotidien. Ce sont eux qui débarrassent les marchés, donc qui sont confrontés au gâchis alimentaire. Ce sont eux qui... les grandes manifestations, la fête de la musique. D'ailleurs, derrière les gilets jaunes, c'était aussi eux qui nettoyaient toutes les manifestations, les fêtes. Vous racontez une partie qu'on ne connaît pas qui s'appelle la fonctionnelle. Oui, mais les éboueurs dans la France entière, enfin qu'ils soient dans le privé ou dans le public, appartenant aux municipalités, dépendant des municipalités, de toute façon, nettoient tout ce qui se passe dans la société, les manifestations, les événements. Alors, à Paris, il y a effectivement 7 fonctionnels qui uniques au monde, qui travaillent 24 heures sur 24. C'est une sorte d'unité d'élite de la propreté. Ils sont 500, 5 femmes seulement qui ont été recrutées il y a à peine un an. Et sont eux aussi qui maintiennent le périphérique, les quais de Seine, après justement les fêtes comme celle de la fête de la musique. Qui est le pire événement pour eux. Hein. Écoutez, moi, ce que j'ai pu filmer, ce que l'on raconte dans le livre, c'est quand même hallucinant. Ce sont des centaines de mètres de bouteilles, de canettes, de détritus que les jeunes, surtout, laissent. Et je suis un peu étonnée d'ailleurs du comportement des jeunes. C'est un peu ce qui ressort du documentaire, au-delà des portraits qui sont assez touchants de ces hommes qui sont assez fiers de ce qu'ils font. C'est quand même le comportement de nos concitoyens, notre comportement, parce que ça peut nous arriver aussi de parfois jeter... qui est aberrant, qui est quand même aberrant. Qui est très méprisant à leur égard, puisque les gens sont capables de jeter même à leurs pieds des mégots en disant ramasse. Oui, c'est absolument monstrueux, mais c'est même c'est moi qui paye par tes impôts. J'allais dire notre comportement au quotidien, de laisser quand même de poser comme ça des encombrants sur les trottoirs ou de jeter de façon inconsidérée. Moi, ce que je voudrais dire aussi, ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui m'intéressait aussi, c'était tout le travail qu'ils font sur l'espace public quand ils vont nettoyer les squats de SDF ou quand ils s'occupent du maintien de la propreté dans les camps de migrants. Et ils sont confrontés à des choses très très dures. Ce sont eux aussi qui sont intervenus après, par exemple, on ne le sait pas. Sur le Bataclan. Oui, sur les attentats, quand il y a un attentat, l'attentat du Bataclan, par exemple, ce que l'on dit ce que l'on raconte dans le livre. Et puis aussi après les incendies, les accidents, c'est-à-dire qu'ils interviennent en fait après. Après, évidemment, après la police, après le SAMU, après les pompiers, il faut mettre en état la chaussée, pour le meilleur comme pour le pire, j'allais dire. Alors souvent, ils ont du mal à assumer. Ce qu'ils racontent dans votre documentaire, c'est qu'au lieu de dire qu'ils sont éboueurs, ils disent on travaille pour la ville de Paris. C'est dur de dire qu'on est éboueur ? Oui, c'est encore difficile et c'est ce qui est honteux. Je trouve franchement, on devrait être fier d'avoir des personnes qui s'occupent de tous les déchets d'une société, parce que c'est monstrueux. La seule ville de Paris charrie, nous charrions, parce que c'est nous, 3000 tonnes de déchets par jour. Nous jetons, la France entière, 10 millions de tonnes de nourriture par an, c'est-à-dire presque 25 kilos par individu. La question du gaspillage alimentaire. Du gaspillage alimentaire. Donc c'est absolument incroyable d'être encore... d'avoir encore une image comme ça qui colle à la peau quand on est agent de la propreté. Ça a été un tournage difficile ?
Est-ce que ça a été difficile de les convaincre de parler ? Non, parce qu'ils sont venus de toute façon assez spontanément. Pour certains, ils se demandaient justement, ils ne voulaient surtout pas devenir des stars. C'était pas le propos, puisqu'on allait les suivre dans leur quotidien. Ils ne voulaient pas devenir, vous voyez, la star éboueur. Ce qui était compliqué, en revanche, les horaires, parce que nous, on suivait l'équipe du matin, de l'après-midi, du soir, donc c'était assez chaud. Et puis c'est de pouvoir rendre compte de la foule, du travail, de montrer les individus sans vraiment montrer pour autant tous les visages. Ça, c'était le plus difficile en termes de j'allais dire, filmique. Bien sûr. Il y a un homme qui était éboueur et son père était lui-même éboueur. Oui, bien sûr, il y en a beaucoup d'ailleurs, de père en fils, mais lui rêvait d'autre chose. Vincent qui finit par faire son coming out d'éboueur, on l'a fait en clin d'œil à la fin, mais pour lui c'était difficile effectivement de l'assumer. Il rêvait de conduire des trains, et pour beaucoup d'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils viennent de la France entière, de tous les horizons, et certains sont beaucoup même en reconversion, ont d'abord été dans la restauration, ont été militaires. Il y en a un qui était chauffeur qui était dans l'autocol, même policier, et qui à un moment donné, vu l'instabilité, la précarisation aujourd'hui de l'emploi, décide finalement d'être éboueur plutôt que chômeur. Et il y a de plus en plus de demandes pour être éboueur. Bien sûr, avec des personnes qui parfois ont passé leur bac et se disent... Et pourquoi pas ce métier, entrer dans une municipalité où je suis sûre que de toute façon, à la fin du mois, mon loyer sera payé puisque j'aurai un salaire. Et ça gagne pas tant que ça. En fait, il y a des primes, il y a des systèmes de primes. Oui, alors on commence au bas de l'échelle, au SMIC, et puis après, il y a tout un système de primes selon l'ancienneté. Puis il y a plein de petites primes qui existent si vous conduisez le camion, si vous travaillez le dimanche, etc. Donc on peut bien gagner sa vie comme éboueur, vous diriez ou pas? Écoutez, ça dépend. Tout dépend où vous mettez le cursus. Je pense que c'est ce qu'ils disent eux très justement. Il y a juste de quoi, nourrir la famille et payer le loyer. C'est pas bien gagner sa vie quand on arrive en bout de parcours avec 2000 euros par mois. Il y a beaucoup de questions qui disent pourquoi vous n'êtes pas intéressé aux gilets jaunes? Vous n'avez pas voulu faire de documentaire sur les gilets jaunes? Les gilets jaunes, il y en avait beaucoup. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que lorsque moi je filmais le 1er mai avec mon équipe, il y avait beaucoup de gilets jaunes qui étaient là, qui ont rencontré. D'ailleurs, à ce moment-là, c'était la rencontre avec les éboueurs. Et par exemple, avec Aïcha, qui expliquait à quel était les gilets jaunes aussi. Elle était gilet jaune, des deux côtés, sans jamais casser évidemment, puisque lorsqu'elle est agent de la propreté, elle sait ce que ça veut dire que de ramasser derrière, que ramasser ensuite. Donc, et il faut dire que beaucoup d'éboueurs sont gilets jaunes justement dans le cœur. Et ça se traduit d'ailleurs dans le discours. En revanche, ils étaient vraiment contre la casse, parce que quand ils ont dû, c'est ce que l'on raconte d'ailleurs dans le livre, lorsqu'ils ont dû nettoyer, par exemple, l'Arc de Triomphe ou toutes les vitrines qui étaient cassées, franchement, ils n'étaient pas vraiment contents. Il y a un livre, Des ordures et des hommes, parce que vous n'avez pas pu tout dire dans le documentaire. Une heure, c'est déjà bien, mais évidemment, j'avais amassé un certain nombre de thèmes, de renseignements, d'informations que Denis de Montpion a d'ailleurs complété dans une enquête. Et puis on a pu développer le gâchis alimentaire, parler de la France entière, comment ça se passait aussi dans la France entière, et raconter aussi comment on devient éboueur, puisque personne ne sait qu'il y a une école quand même. Il y a une école, mais bien sûr qu'il y a une école d'éboueurs. On commence par faire 12 jours avant d'aller nettoyer la chaussée. Et il y a un homme qui raconte que ce soir, ses proches vont découvrir qu'il est éboueur. Oui, et c'est ce qui est ils sont très touchants, ils ont des mots justes. Moi, ils m'ont vraiment très touchants, ils m'ont bouleversée, parce que justement, et pour certains, on voit à quel point l'école les a ratés aussi. Donc c'est demain soir sur LCP à 20h30, Des ordures et des hommes. Il y aura un débat derrière, et puis le livre Des ordures et des hommes qui est paru chez Buchet-Chastel. Merci beaucoup Mireille Dumas. Merci d'être passée par Sud Radio ce matin. À tout de suite.